D'abord, merci Olivier pour une introduction superbe. Je suis enfin un facilitateur à l'effet des paludisme. Je suis ravi d'être là. Donc, un grand merci. Et aussi, je veux bien à ce moment remercier la cantine d'avoir fourni le cassoulet pour déjeuner, qui est parfait pour écouter une séminaire de ce type. Excusez-moi. Mon désir à la fin de cette exposition est l'espoir plutôt, et que vous soyez plus effrayés par les modélisations paludisme, et que vous vous rendez compte que effectivement c'est qu'un outil comme tout le reste qu'on utilise dans la lutte et dans l'étude du paludisme. Et mon souhait, effectivement, que vous vous rendez compte que vous avez des contributions originales à faire dans ce domaine et que vous ne devrez pas être effrayé par ce que vous voyez. Et effectivement, plutôt qu'il ne faut pas croire à tout ce que vous lisez. Il y a la vérité et il y a des choses qui sont moins vraies que d'autres. Donc aujourd'hui, je veux qu'on prenne une petite promenade à travers l'épidémiologie théorique pour étudier un peu son valeur et sa faiblesse, et dans une deuxième temps d'intégrer dans cet aspect extrêmement épidémiologique quelque chose qui n'est pas spécialement nouveau, mais d'intégrer cette approche dans une perspective un peu plus évolutionniste. Edmund von Fischer a été mentionné hier en tant que statisticien extrêmement important. Il est aussi en fait le père de la génétique des populations, et aussi c'est lui qui a conçu le concept de R0, qui est en fait la valeur reproductive de l'individu. Et c'est pour n'importe quel organisme, c'est pas que le paludisme, c'est pas que les organismes infectieux. Et c'est très important parce que c'est une mesure de fitness, et tout de suite, ça suggère un component de sélection naturelle et d'évolution. Mais en fait, en réalité, c'est rarement réalisé à cause de tous ces facteurs, et c'est ces facteurs qui sont importants dans l'analyse théorique de l'épidémiologie. Et dès le moment, c'est important que c'est une caractéristique d'une espèce. Donc, un R0 d'une espèce n'est pas du tout le même que l'autre. Exemple, un éléphant va pas produire autant des enfants que le fourmi, par exemple. Donc, le début. À gauche, vous savez très bien que c'est Ronald Ross qui a découvert l'élément organique des paludismes chez les moustiques. Et à droite, il y a George MacDonald dans les années 50. Et lui, il a suivi Ross qui a démarré le premier essai de quantifier le paludisme, de créer un cadre dans lequel on peut mieux comprendre le système. Tous les deux, en fait, sont écossais. Donc, l'Écosse se trouve à gauche. Ça, c'est l'Écosse. Ça, c'est le pays de Galles. Et il y a un petit bout de terre qui s'appelle l'Angleterre en dessous. Aberdeen se trouve là. Et donc, je suis d'Aberdeen. Donc, je suis très fier de suivre ces deux gens qui ont fait vraiment démarrer le paludisme quand c'était dans un âge extrêmement médical. Ils ont essayé au moins de fournir un cadre dans lequel on peut juste réfléchir. Donc, ok, le partie important, simplement d'essayer de retenir quelques mots-clés. Nous avons, ok, le valeur reproductive en ordre. Nous avons le taux de guérison, donc qui est gamma. C'est effectivement le réciproque de la durée de l'infection chez l'homme. Nous avons le taux de mortalité chez les moustiques, nous avons le dentier des moustiques, nous avons le taux de piqûres de moustiques, et nous avons deux paramètres en fait qui traversent entre les deux autres, l'homme et le moustique, qui sont la proportion de réserve sanguin que le moustique prend sur des individus infectés, qui en fait sont infectieux pour le moustique, donc sont infections sont
moustiques, et dans l'autre sens, combien de proportions de moustiques, de piqûres de moustiques, qui les moustiques sont infectés avec des sporozoïdes, mais combien de ces piqûres vraiment provoquent une infection chez l'homme. Donc cette transmission dans l'autre sens, moustique en. C'est important, je vais aller assez doucement pour vous démontrer comment tous ces paramètres vont ensemble pour fournir cette valeur R0. En épidémiologie, c'est plus utile de penser à R0 à le nombre de cas secondaires à partir d'une infection primaire dans une population naïve. Mais la partie population naïve, c'est très important parce qu'en fait, la population est rarement naïve et c'est pour ça, comme j'ai dit au début, quand je parlais de Fischer, le R0 de l'organisme est rarement atteint à cause du fait de dose de dépendance de l'immunité dans ce cas-là. Mais ce qui est important dans ce sens, c'est que si on fait un essai vaccinal, nous espérons aller jusqu'au bout et de rendre notre population naïve. Et c'est tout simple comme ça. Ok, nous avons le cas primaire. Il reste infecté pendant une période de temps qui est durée de l'infection, qui est réciproque de la guérison. Pendant ce temps, cet individu recevra, on a une densité de moustiques par an qui est M. Il pique avec une fréquence A, tous les 2-3 jours. Donc, cet individu va recevoir AM divisé par le taux de guérison, piqûre de moustique. Donc, C sont infectieux aux moustiques. C'est la proportion de piqûres que le moustique prend sur l'individu qui infecte le moustique. Et qui donc ANC divisé par Y, moustique infecté. Ok? C'est pour la durée de l'infection. Chacun de ces moustiques vit un temps qui est réciproque de ce taux de mortalité. Et pendant ce temps, il fait un total de taux de piqûre divisé par mortalité, piqûre infectante. Avec le coefficient D, c'est la proportion de piqûres infectantes qui en fait provoque l'infection chez l'homme. Donc, le nombre total de cas secondaires est donc ces deux valeurs multipliées, et voilà, on a R0 égale la densité de moustiques par an, multiplié par le taux de piqûres dans les deux sens, multiplié par les deux coefficients de transmission, moustique homme et homme moustique, B et C, est divisé par la mortalité des moustiques, et effectivement on peut penser que c'est le taux de guérison de mortalité des parasites chez l'homme. Donc c'est extrêmement simple comme idée, et tout ce qu'on fait ici, on décrit le système avec des paramètres clés. C'est très intéressant, mais ce qui nous intéresse, c'est de rendre compte que c'est un système qui est dynamique, ça change. Si vous voulez poser des questions, c'est pas un problème à n'importe quel moment. Je retiens le droit de refus, c'est pas un problème. Donc la dynamique, à partir de ce moment de cette équation, on peut regarder un système en mouvement. Et c'est Sophie Fischer qui a développé le suivant. On voit très bien en cours, à gauche, on imagine il y a deux types d'hommes, infectés et non infectés, et les moustiques infectés et non infectés. On prend le côté humain. Non, avec une équation extrêmement simple différentielle, et qui va dire simplement le change dans la prévalence d'infection chez l'homme avec le temps. Pour comment ça marche? Bon, effectivement, nous avons les hommes infectés. On veut voir comment ça change avec le temps. Ça va dépendre de quoi? Ça va dépendre de la proportion de moustiques qui sont infectés, qui est Y4. Ensuite, ils vont piquer avec un taux de piqûre A. Il y a une densité par an qui est M, comme avant. Exactement des paramètres. C'est une autre façon de voir la chose. Et une proportion de ces piqûres potentiellement infectieuses pour l'homme, en fait, provoque une infection. Donc, nous avons un changement
il y aura une proportion de cette catégorie d'individus qui vont devenir infectés à cause de piqûres infectantes. Il y aura évidemment des infections qui vont en fait devenir ici. Donc on va perdre des individus de cette catégorie-là qui vont devenir ou redevenir non infectés. On fait la même chose avec le moustique. Évidemment, la quantité, la prévalence d'infection chez le moustique va changer. Ok? Comment ça va changer? Ça va dépendre de la proportion des gens qui sont infectés. Et pas seulement infectés, mais qui sont infectieux au moustique. Donc ça, c'est les paramètres C et Y. Ensuite, ça dépend des fréquences du pic, A. Et évidemment, nous allons perdre des moustiques infectés à une vitesse selon le taux de mortalité des moustiques. Donc nous avons en fait maintenant décrit les dynamiques du système. C'est quoi l'avantage? Bon, l'avantage de décrire un système est surtout de trouver si le système est stable, de trouver des points d'équilibre. Est-ce qu'on peut prédire dans un système, si on mesure plusieurs de ces paramètres, quelle incidence, quelle prévalence d'infection chez l'homme on s'attend? Quelle prévalence on s'attend chez les moustiques? Si on a une population, il y a 70% prévalence chez l'homme, on a 1% chez les moustiques, est-ce que ça reste le même demain ou pas? Si on fait une intervention, si c'est pas stable, comment on va interpréter le changement? Est-ce que c'est dû au hasard ou est-ce que c'est vraiment un fait? L'idée, il faut trouver des équilibres par algèbre. C'est tout ce qu'il faut faire, un équilibre, un système d'équilibre, il n'y aura pas de changement. Donc, delta Y divisé par dt égale 0. Et idem pour la musique. Mais c'est plus informatif et plus heuristique de regarder les choses par image. Donc ici, c'est simplement, si tu veux, pour moi, la première utilité. Mais lors de cette semaine, j'ai entendu pas mal, et j'entends souvent, les gens utilisent le mot de panneau stable, instable. Mais je ne suis pas sûr que les gens se rendent compte que toute cette stabilité et instabilité, c'est une propriété statistique, en fait, de la dynamique du système. C'est stable parce qu'il y a un stable équilibré. Pour le but, le stable équilibré, c'est quand il n'y a aucun changement chez le moustique et aucun changement chez l'homme, et c'est ce point-là. Évidemment, ça va changer selon les paramètres, les valeurs, les vraies valeurs qu'on trouve dans le système. Mais pourquoi c'est intéressant? L'idée est simple. Chaque fois, c'est un peu compliqué, mais chaque fois, si on observe les moustiques, la prévalence d'infection chez les moustiques de cette ligne-là, si par exemple, on réduit avec le moustiquaire, il y aura une réduction de la prévalence chez les moustiques. Et puis, c'est tout qu'il n'y a rien qui se passe chez l'homme. La question est, qu'est-ce qui va se passer? En fait, si on relâche les moustiquaires, ça va rebondir tout de suite vers la même valeur. Donc, dans ce cas-là, et on peut faire exactement pareil pour les humains. On traite avec un médicament et donc, dans ce cas-là, la prévalence va diminuer. La prévalence moustique va changer éventuellement, mais l'idée est que si on relâche, ça va tout de suite, les valeurs dans le moustique, ils sont stables, donc ils vont revenir aux mêmes valeurs. Aussi, on a une perturbation très forte, on va retrouver dans un autre système d'équilibre. On change, en fait, les pentes de ces courbes. Et vous voyez bien que les pentes de ces courbes, en fait, ils sont calculés avec les valeurs qu'on a vu tout au long, le taux de piqûre, la proportion de moustiques infectés après une piqûre sur l'homme, mortalité, etc. Et en fait, c'est la différence entre ces deux paramètres qui décide si le système est stable. Dans la plupart des endroits dans le monde où le moustique pique fréquemment ou vit assez longtemps, le paludisme est stable et endémique. Et qu'est-ce que ça veut dire? La perturbation dans la densité de moustiques, par exemple, ou dans le taux de piqûre, va changer très tôt les prévalences chez l'homme.
Par contre, on peut imaginer maintenant que les deux pentes, les deux valeurs, ils s'approchent. Donc les zones entre les deux, ça se diminue. La situation commence à devenir instable. Si on observe la situation dans un sens ou l'autre, si on observe, par exemple, une augmentation tout d'un coup de la quantité de muscles qui sont infectés, on n'a aucune idée de ce qui va se passer. Il y a un équilibre, mais c'est instable. Donc ce qu'on va s'attendre après l'intervention, effectivement, ça peut changer les choses dramatiquement. Et en fait, on a dans des situations instables une épidémie. Donc seulement avec de simples valeurs de quelques paramètres, on peut classifier un système. Et on peut prédire grosso modo comment ça va se comporter si on fait telle intervention, si on fait telle intervention. Évidemment, si ces deux lignes ne croisent pas, et effectivement, cette taux de guérison est plus grand, le parasite ne peut pas persister, il y a extinction. Donc ce que me donne simplement de montrer, c'est qu'il existe un indice de stabilité qui est effectivement ces paramètres-là. Donc il y en a vraiment de vrais ou de fragments. C'est juste, ça permet de réfléchir sur un système tout de suite. On se dit, tiens, on sait qu'il y a beaucoup de musique. Mais c'est évident. Mais on sait que c'est stable. Ça veut dire que si on fait quelque chose d'intervention, si on relâche, ça va revenir au début. Et on peut à la limite calculer comment et quel pourcentage de prévalence d'infection chez l'homme on s'attend. Donc, deuxième utilité, c'est simplement l'idée, on ajoute un facteur qui est assez important à l'écologie, et c'est effectivement ce délai. En fait, les moustiques ne sont pas immédiatement infectieux dès qu'ils sont piqués à un moment infectieux. Ça prend du temps, c'est le développement de reconnaître chez les moustiques. Et ça change tout. Ça augmente énormément la probabilité que le moustique va mourir avant qu'il soit infectieux. Donc, qu'est-ce qu'on peut prédire de ça? Tout de suite, on peut dire que cibler les moustiques adultes sera plus efficace que de cibler les larves. C'est une prédiction tout à fait théorique. Et simplement parce que, en fait, si on cible les larves, le rôle, ça impacte que sur N. Donc c'est un sens linéaire, mais par contre, si ça impacte sur les adultes, voilà, ces forces sont plus importantes, et c'est donc un sens un peu compliqué de non linéaire, mais plus efficace. Troisièmement, ça va dans les vaccinations. Ok. C'est un peu controversé, et encore une fois, c'est pas la vérité nécessairement, c'est pas la vérité, je sais bien. Mais encore, c'est l'idée que nous pouvons aborder le sujet de combien de gens il faut vacciner, à quel moment, que avec ces modèles assez simples. L'idée, c'est quoi? Éradication. Donc, on veut dire que R doit être moins que 1. C'est pas R0, c'est R. Parce que dès que chaque parasite en fait infecte moins qu'une personne d'autre, on va tout de suite faire l'éradication. Donc on sait très bien donc que les proportions critiques à vacciner, tester, égale 1 moins le récipient de R0. Okay? Nos estimations de R0 pour les virus sont extrêmement imprécises. Les méthodes basées sur les méthodes épidémiologiques, les méthodes un peu humaines, sont plus conservateurs vers 50 et 100. Ça veut dire que chaque individu peut infecter entre 50 et 100 autres individus dans une population naïve. Si on utilise le modèle de Roscoe qui est quand même très vecteur, avec des paramètres qui sont extrêmement difficiles à mesurer, qui est un des critiques majeures de ce modèle, on peut avoir des valeurs jusqu'à 1000 qui sont, même pour le panneau, un peu vertigineux. Mais imaginez, même pour 50, c'est la proportion avec un vaccin qui est parfait. La proportion critique à vacciner avant l'âge de première infection, quand même, ça c'est le but. Il faut qu'on vaccine 99% de ce groupe d'âge de moins d'à peu près 1 an, qui est imfaisable. En fait, bien, c'est impossible à faire. Ok,
c'est juste l'idée, on continue un petit peu avec cette idée on peut mesurer le R0 dans une autre façon que le ressent dans le modèle de base. On introduit un autre caractère, une autre idée qui est le taux d'infection, lambda, qui est simplement, c'est le taux d'infection, c'est le taux de piqûre, de densité linguistique, c'est quoi la prévalence d'infection, c'est à peu près avec bêta, ça c'est le taux d'inoculation avec un paramètre en plus de probabilité que l'individu va être infecté après avoir reçu une piqûre infectante. Et on peut, en fait, dans des modèles absolus, en général, pour le rougeole, etc., on peut faire l'estimation que, pour l'âge moyen de première infection A va être à peu près le réciproque de ce taux d'infection. C'est très joli, c'est très simple. Ensuite, on peut faire, effectivement, avec l'âge, il y a des suppositions que c'est un peu au hasard, que ça serait une poisson, que les gens sont infectés un peu comme ça. On peut avoir une distribution de l'âge, qu'à un tel âge, tu auras une probabilité telle d'avoir été infecté dans cette étiole. Non. Si on continue avec cette même idée, on a une relation qui est très simple pour R0, qui est effectivement, on peut dire R0 égale simplement le durée de vie humaine, 50 ans, divisé par l'âge de première infection. Un an pour être. Donc ça nous donne quelque chose de plus raisonnable, mais c'est uniquement applicable quand la première infection induit une immunité stérilisante. Donc, comme par exemple le varicelle ou le rougeole. Mais, pour plasmodium, principalement moi, la condition d'immunité est complexe et c'est non stérilisante. Donc, à la place de L, la durée de vie, on peut essayer d'autres choses. Voilà. Peut-être l'équivalent sera la durée d'immunité, H, ou la durée de l'infection. Donc maintenant, on entre dans le règne de spéculation totale, parce qu'on comprend si peu de cette pauvre acquisition d'immunité. C'est juste qu'il y a quelques années, ça fait 10 ans maintenant quand même, où le diamol est arrivé pour le paléo et tout le monde commençait de faire le génotype. Donc on avait peut-être un espoir pour la vaccination qui était la théorie de souche. Et l'idée était simplement de penser, à la place de penser que c'était pas une maladie, c'était en fait un groupement de maladies. On peut, à l'époque, se penser l'idée, imaginez-vous un groupe rougeole, rougeole et oreillon ensemble. Ils provoquent des symptômes qui sont un peu similaires, mais ils sont complètement différents. Imaginons une situation comme ça. Effectivement, tu vois chaque souche, tu développes une immunité, et ça va pour cette souche. Tu vois l'autre souche, l'immunité, ça va. Mais ce qui est très intéressant avec cette approche, c'est qu'effectivement, on recalcule, on utilise la durée de vie, le R0 qu'on observe, en fait, c'est le somme de tous les R0, de tous les agents individuels. Mais pour vacciner, on se base sur le R0 qui est le plus élevé. Donc comme ça, même si on commence avec un R0 qu'on observe à 50, 100, s'il y a 10 souches différentes auxquelles on doit être immune contre chacun, on peut dire, grosso modo, on va avoir le meilleur sera peut-être le plus élevé sera 5. Et donc, ça réduit les proportions critiques à vacciner de 99% à 80%. Et ça change tout. Là, on peut faire quelque chose. Donc, malheureusement, c'est pas évident à l'heure actuelle que ça marche, mais les questions restent toujours là, et ça reste toujours un espoir que ça peut marcher comme ça. Donc, bref, on finit presque avec ça. R0 de Newton-Fils. Simplement, je voulais vous dire que c'est un outil, ça nous fournit un cadre. Merci, un cadre théorique simple pour comprendre la dynamique du système. On peut au moins avoir une idée de ce qui se passe. C'est très simple, mais à la place, parfois on est confronté, on n'a aucune idée. Ça nous permet d'identifier les paramètres clés. On peut prédire, pas très précisément, mais
on peut prédire l'impact d'une perturbation du système, l'intervention, qu'est-ce que va faire, ça va changer quoi? Est-ce qu'on s'attend? Est-ce qu'il y aura des épidémies suite à un changement du système? Et ça peut souligner des facteurs biologiques à explorer. C'est pas utile pour élaborer une description détaillée du système. Alors, on voit tout le temps des modèles qui sont tellement complexes, qui incorporent tous les paramètres qu'on n'a jamais imaginés. Le problème avec ces modèles, ils marchent plutôt parfaitement pour leur système, mais on ne comprend pas comment les paramètres interagissent, et effectivement, tout ce qu'on fait avec les modèles très très complexes, même s'ils semblent biologiquement plus corrects, en fait, effectivement, ça nous mène à une amplification d'erreurs. Et c'est une chose à faire. Moi, je préfère rester simple, mais imprécis, à la place d'essayer de... On ne comprend pas les systèmes très complexes, ça devient complètement contre l'idée de modélisation. Modélisation est là pour nous aider à réfléchir, pas pour décrire un système. Ok. Voilà, ça c'est les parties un peu anciennes. C'est pas aussi ancien que ça, c'est les parties un peu simples. Alors maintenant, nous allons passer à c'est juste une idée, partagée avec quelques autres présents, j'espère. L'idée, on peut, de plasmodium. Le plasmodium, c'est un protozoaire. Okay? Nous sommes des métazoaires, mais nous sommes tous des eucaryotes. Donc effectivement, il n'y a pas de raison pourquoi le plasmodium ne peut pas évoluer un peu comme nous. Il peut réagir. Il peut développer résistance. Ça c'est clair. Il peut réagir à ce système. Il est là depuis longtemps. Donc, il est bien capable qu'il réagisse juste comme nous. Il faut penser un peu comme un parasite. Il faut penser, si vous étiez un parasite, si vous avez le choix de faire n'importe quoi, comment vous, c'est important de garder en tête le R0, sinon vous allez vous perdre. Comment vous pouvez augmenter le nombre de gens de cas secondaires, parce que c'est ce que tu veux faire, tu veux infecter le maximum de gens. Comment tu peux faire ça? Et si vous pouvez faire n'importe quoi dans des conditions biologiques un peu raisonnables quand même. Donc il faut penser un peu comme ça. Et c'est effectivement ce que nous faisons. Il faut te mettre dans le pot du parasite. Ok. Now, on reprend le modèle. L'idée là, on voit très bien tout de suite. Il y a une partie qui est très moustique à gauche. La densité de moustiques, le taux de culture de moustique. Il y a une partie à droite qui est plutôt humain. Et cette partie humain ou des parasites, en fait, il y a le taux de guérison. Le taux de guérison, c'est le point de vue de la personne, et le durée d'infection, qui est réciproque, c'est le point de vue du parasite. Et ensuite, il y a le paramètre de transmission. Dans un, je vais parler un panel tout à l'heure, qui est les proportions de piqûres qui sont infectieuses au moustique. Et B, c'est intéressant. On ne sait pas trop, il peut y avoir des choses intéressantes. C'est quand le moustique infecté arrive, il injecte une sporozoïde, et cette sporozoïde doit aller jusqu'au bout. Il doit provoquer une infection, avec l'infection de foie, et ensuite une infection de rétrocyte. Mais je ne vais pas parler de ça aujourd'hui, parce que c'est un peu complexe, c'est un peu différent. Il y a quelque chose d'intéressant qui connecte, je crois, ces deux paramètres. Il y a une idée en biologie évolutive actuellement que ce qu'on observe quand il y a une infection parasitique, c'est effectivement, pour le parasite, il doit exploiter l'hôte afin d'optimiser sa transmission. Donc ça, c'est l'idée que je veux vous garder en tête. Ça, c'est comment le parasite probablement nous voit. Sans doute de faire ça, nous exploiter et produire de maximiser le nombre de cas secondaires. C'est le cycle biologique est possible simplifié, mais ce qui est intéressant ici, si vous voulez dans un sens très large, nous avons envie de molestage asexué, et pour se transicher chez l'homme,
Et pour se transmettre au mystique, il y a des stades sexuels qui sont les gamétocytes. Donc, si vous voulez, pour infecter les mystiques, ça c'est visiblement le voie de C. Les proportions de mystiques qui sont infectés après avoir bouffé sur un homme infecté dépendent de la présence de gamétocytes. La durée d'infection, c'est la durée d'infection sanguine pour le cas de falciparum. Ça c'est visiblement le voie gamma ici. Mais ce qui est intéressant pour falciparum, il doit faire un choix. Il ne peut pas tout faire. Il ne peut pas à la fois devenir un trophozoïde pour continuer le stade asexué et aussi devenir un gamétocyte. Donc il y a un choix à faire. Ce choix, c'est simplement on accorde ce qu'on appelle une allocation de ressources. C'est comme nous. C'est comme tous les organismes sexuels. À un moment donné, lors de la croissance, il doit décider combien de cellules va vers le stade de processus sexuel et combien de maintien de vie est impliqué dans la croissance. Donc c'est asexué, sexué. C'est un choix à faire. Donc la question qu'on pose, c'est gamétocyte versus le trophozoïde. Sexué versus asexué. Est-ce qu'il y a un choix adaptatif, un choix développemental adaptatif? On appelle l'option contre la survie. Et peut-on élucider des facteurs sélectifs? Donc tout de suite, j'imagine moi, il y a des facteurs d'évolution qui vont vraiment agir très fort. Parce que c'est le paramètre le plus important, la production de l'infection, la production des enfants. Des offspring. Ok, la question. Le parasite a-t-il évolué une stratégie d'allocation des ressources, un comportement de décision de combien de gamétocytes, combien d'infections, qui lui permet de maximiser son R0? Et on utilise une démarche. Ok, la première chose, c'est explorer l'interaction entre ces deux paramètres du modèle dans un contexte théorique le plus simple. Ensuite, on va ajouter de la complexité basée sur une connaissance vraie, actuelle, sur la biologie. Troisièmement, identifier, on fait un peu de réflexion là, on fait de la manip dans la tête, on essaie d'imaginer si c'était un parasite, qu'est-ce que je ferais pour maximiser ça? Donc les stratégies théoriquement optimales, et ensuite si on peut, on élaborer et tester une hypothèse. Ok. C'est un peu comme avant avec les graphes de stabilité, et c'est plus simple. Imaginons, on est dans une condition où en fait tous les paramètres mystiques et B, ils sont constants. Ok? Et tout ce qu'on va faire, on va choisir deux endroits pour deux types de personnes. Ça c'est le taux de guérison, donc c'est plus vite ici, évidemment, que ici. Prévalence humaine, prévalence mystique. Tout ce qu'on fait, c'est de réduire la valeur de C de 1 vers 0. Comme ça. Donc on a qu'est-ce qui se passe? Voilà, évidemment. À ce côté-là, on réduit C. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait, ça diminue parce que les mystiques sont de moins en moins infectés. Parce que les proportions de vapeur sanguine qui prend sur les gens infectés, qui sont infectieux, diminuent. C'est clair. Également ici, c'est pas tout à fait pareil. Ça peut être aussi faux. Et ce qui est important, la seule chose importante de voir, c'est que n'importe quel niveau de taux de guérison, il y a un moment où, tout d'un coup, un petit changement dans la proportion de musiques qui sont infectées après la sanguine sur une personne infectée. Il y a une diminution, une réduction dans les prévalences humaines, très très fort. Et en fait, quand on regarde ce qu'on fait ça, c'est précisément l'indice de stabilité. Donc tout ce que ça veut dire est quoi? Il y a un lien peut-être biologique entre ces deux paramètres. Et en fait, on a exploré le système et on est satisfait que oui, ça peut avoir des interactions assez intéressantes au niveau de stabilité dans un système vrai. On ajoute la complexité. Quel facteur biologique influe sur ces deux paramètres? Bon, par exemple,
On a besoin de gametocytes. Donc la quantité et la qualité de gametocytes, ça a changé les proportions de piqûres de moustiques sur les personnes infectées qui sont infectieuses pour le moustique. La compétence vectorielle, c'est classique. On peut avoir beaucoup de gametocytes, c'est une idée qui vous bouge, il n'y aura aucune infection. Pour le taux de guérison. Bon, c'est clair que le développement de l'immunité, ça joue un rôle très important. Peut-être également une co-infection avec les génocides et l'espèce, on pourrait voir que ça peut changer, surtout via l'immunité, ce taux de guérison. Et ce qui est intéressant, avec les étoiles, tous ces paramètres sont variables avec l'intensité de transmission lambda. Et nous le souvenez lambda. Lambda est intéressant parce que ça change avec l'âge. Ça change pas avec l'âge, mais le traitement change avec l'âge. On peut stratifier une population par lambda qui se révèle par l'âge. C'est-à-dire, effectivement, tout ce qu'on veut savoir, c'est, oui, les gens qui sont piqués très souvent, ouais, après un moment, ils ont piqué chaque année, donc ils sont plus vieux, ils sont plus résistants, l'immunité s'est plus développée, donc le taux de guérison va être différent chez les vieux que chez les petits. Et ça va être variable selon leur histoire d'infection. Donc c'est très évident. Donc on prend des données, effectivement, on voit très bien la présence d'infection selon le groupe d'âge, et ça change. C'est une infection, c'est une transition assez forte, donc on voit un pic chez les petits enfants, et ça diminue. Et on voit en fait le taux de guérison, ça change aussi. Et en fait, ce qu'on voit, c'est souvent le cas, que les petits enfants, les très petits, ils se guérissent assez vite. Et les vieux aussi, c'est l'acquisition d'immunité. Donc, simplement dire que les détails ne sont pas importants, mais que ce paramètre, ça varie selon l'âge. Et on sait aussi que si on prend des moustiques en gorge, des moustiques sur les gens d'âge différents, c'est aussi, ça varie avec l'âge. On a des diabètes. Non. Quand on regarde la densité de gametocytes, ça dépend un peu de la densité de parasitémie et la densité d'asexuée, et c'est associé à l'anémie. Tous les deux, en fait, varient avec l'âge. Donc, forcément, on imagine que c'est varié avec l'âge. Mais la densité de gametocytes n'est pas exactement la même que la proportion de piqûres sur une personne infectée, soit infectieuse. Il y a une relation non linéaire qui suggère qu'en fait on a un phénomène, il y a une qualité de gametocytes aussi, qui est très difficile à mesurer. Ici, il y a des données simplement pour dire que c'est pas toujours le cas que les gens avec des gametocytes, la densité peut varier en fait, mais très peu en fait, avec l'âge ça change rien du tout. Mais effectivement, quand on regarde la proportion de moustiques infectés, ça change largement avec l'âge. Donc, jusque maintenant, nous avons exploré théoriquement, et on a constaté que oui, dans la façon plus simple, que C et Gamma sont liés. Nous avons incorporé des éléments biologiques avec l'allocation des ressources, et avec le fait qu'il y a une variation avec l'âge pour tous les deux paramètres. Donc, l'idée maintenant, il y a des stratégies optimales. Des stratégies d'allocation des ressources optimales. Oh, c'est évident. Tous les deux varient avec l'âge. Si j'étais un parasite, pour maximiser mon N0, je augmenterai mon C dans le groupe, le taux de guérison est le plus bas. C'est clair. On veut que C soit grand quand le taux de guérison soit petit. Si c'est faisable. Oui, mais comment dépenser une stratégie d'habitude d'un simple lien quand on peut pas faire les expérimentations chez l'homme? C'est la même chose chez les animaux, mais on peut pas, le taux de guérison, c'est quelque chose qu'on ne peut pas capter dans les modèles animaux. Pour la question du début, c'était ça, le parasite a-t-il évolué vers une stratégie d'allocation des ressources qui met à maximiser son N0? On a l'idée que peut-être oui, la stratégie d'allocation des ressources devrait être
Mais quel outil qu'on prend, qu'est-ce qu'on prend? On prend quelque chose de plus simple, le densité de limitation. On peut compter des choses comme ça. Et on fait référence aux connaissances d'autres disciplines. Ici, c'est l'écologie. Et on sait que l'écologie, quand l'habitat est hétérogène, les adaptations sont plus précises dans les habitats de meilleure qualité, dans les habitats d'où l'organisme a plus haute valeur de R, les valeurs reproductives. Donc, deux hypothèses. Les groupes d'âge qui infectent les moustiques le mieux sont ceux qui guérissent le moins vite, et dans lesquels le parasite a montré une allocation en glycocytes plus précise. Ok. Ce que j'ai fait, c'est une œuvre en progrès. Plus précise, ça veut dire qu'il y a moins de variabilité dans les densités glycocytaires que dans l'âge. Donc j'attaque la deuxième hypothèse. J'ai pris des données de littérature, plus les données crues d'une collaboration avec un collègue, et simplement ils ont mesuré effectivement les proportions de moustiques qui étaient infectés dans plusieurs groupes d'âge. Donc chaque point représente un groupe d'âge, et il y a 4 études ici, donc des études triangulaires, études de croix, de cercle et de squares, de carrés. Et de simplement, j'ai pris cette information, et aussi de tous les gens de ce groupe d'âge, j'ai regardé le densité des glycocytes, et parfois c'était toujours assez similaire, mais j'ai regardé effectivement l'intervalle de confiance et des autres mesures de dispersion. Et ce qu'on voit, et je suis absolument ravi, que les variations dans cette densité des glycocytes étaient plus faibles, donc ici, chez les individus, donc plus précis, chez les individus des groupes d'âge qui infectent plus de moustiques. Dans chacun des 4 études, il y a 2 espèces ici, il y a Vivax et Fasciclon. On a un phénomène assez intéressant, que le groupe d'âge qui infecte les moustiques les mieux, on a une variabilité de densité de glycocytes très très faible. Donc, alors, oui, c'est assez intéressant évidemment, mais ça nous mène où? Bon, l'idée est simplement, on a commencé avec un modèle, le modèle qui est pas vrai, mais qui est très simple, qui décrit simplement le palu. On a ajouté une réalité épidémiologique avec cette notion d'âge, on est tous conscients que ça existe, afin d'explorer le processus de transmission. Et effectivement, le but, et peut-être en dans le bon sens, d'identifier les réservoirs humains d'infection, donc qui infecte les moustiques. Ça a suggéré que peut-être il y a une capacité adaptative des parasites qui est assez remarquable, et ça soulève des questions biologiques sur le mécanisme. C'est incompréhensible pour moi, au moins, comment un parasite peut faire ça. On regarde chez les individus. Donc, dans ces études, les densités asexuées sont comme d'habitude extrêmement variables. Ça ne fait aucun sens. Donc, ça soulève pas mal de questions biologiques de mécanisme, et je crois que je vais passer directement au bibliographies parce que c'était un projet en cours, et je voulais vous remercier pour votre attention. Merci beaucoup. Voilà. Je voulais ajouter un locus parce qu'on a eu le locus cette année, donc